L'équipe du Dr Côté effectue un travail de longue haleine pour tenter d'élucider le processus complexe de la cascade métastatique. Au cours de cette séance, le Dr Côté vous présentera les plus récentes découvertes de son laboratoire concernant les régulateurs de la dormance des cellules cancéreuses et les perspectives de nouvelles approches thérapeutiques antimétastatiques pour améliorer la survie des personnes atteintes de cancer du sein invasif. Comme toujours, il y aura une période de questions par la suite. Venez me rejoindre, M. Côté. Je vous laisse la place. Est-ce que tu me laisses le présentateur? Oui, je vous en laisse un. Ça va être pour vous. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis vraiment content de venir présenter à ce forum puis vous parler un petit peu de ce que vous avez entendu ce matin de la contribution de la recherche fondamentale pour faire avancer les découvertes puis les amener vers des nouveaux traitements. Donc, c'est ce qu'on fait à mon laboratoire. Puis, comme l'étudiante ce matin a si bien mis en contexte ma présentation en parlant de l'unité de base du cancer qui est la cellule, qu'on peut voir ici au bas en vert. En fait, dans toutes les images que vous voyez, ce sont des cellules. Nous, c'est ce qui nous intéresse de comprendre, comment ces cellules-là peuvent se déplacer, comment elles peuvent migrer, bouger, envahir d'autres tissus. Puis les applications ou les connaissances importantes, c'est vraiment de comprendre comment ces mécanismes moléculaires-là vont permettre aux cellules cancéreuses de faire les métastases. Donc, c'est pas simple. Je vous avertis, avant le lunch, là, je vais vous poser un petit défi, mais je vais vous vulgariser ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est de comprendre les mécanismes moléculaires à l'intérieur de l'unité de base, comme on parlait ce matin, qui est la cellule que vous voyez au milieu. À travers tout ça, avec toutes les technologies qui avancent, on est capable de déterminer des énormes réseaux d'interactions de protéines, des contributions de gènes, d'essayer de commencer à mettre tous les morceaux ensemble et d'identifier des gènes qui sont importants dans des modèles cellulaires, de favoriser la migration et l'invasion cellulaire. Ce que mon laboratoire s'est engagé à faire, c'est d'essayer d'amener ces connaissances-là dans des modèles animaux, puis d'essayer vraiment d'aller montrer que dans des contextes du vivant, les choses qu'on découvre dans des cellules, c'est important, puis ça pourrait inspirer la recherche clinique pour aller faire des études chez les patients par la suite. Donc, je vais vous parler brièvement un petit peu de ce qu'on fait au laboratoire. Entre autres, je vais vous parler d'un projet qui fait partie de la cascade métastatique. Donc, c'est ce que je disais, la dernière image qui montre qu'après ça, on amène ça en modèles animaux. Donc, qu'est-ce que la cascade métastatique? On en a entendu parler un petit peu ce matin à travers toutes les présentations, mais si on essaie de tout remettre les points ensemble, on parle qu'au moment où on découvre qu'il y a une tumeur primaire qui se forme dans le sein, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a dit ce matin, en fait, parce que vous voyez les petites cellules rosées, c'est les cellules cancéreuses, mais elles ne sont pas seules, ces cellules cancéreuses-là. En fait, elles font partie d'un village où on retrouve toutes sortes de cellules qui viennent les soutenir, les fibroblastes, les cellules du système immunitaire, les neutrophiles, les macrophages. Il y a les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques qui vont rentrer dans ces tumeurs-là pour venir porter l'oxygène, la nourriture, puis permettre à ces tumeurs-là de croître. Puis comme on a vu ce matin dans la présentation de Jazia, il y a certaines cellules qui vont recevoir des instructions, qui vont être encouragées par ce micro-environnement tumoral-là à acquérir des propriétés plus invasives et quitter la tumeur primaire, entrer dans la circulation sanguine ou lymphatique, puis aller se localiser dans des organes secondaires. Puis c'est à ce moment-là qu'on parle de cancer métastatique. Puis aujourd'hui, le concept que j'aimerais parler avec vous, c'est le fait qu'une fois que ces cellules cancéreuses-là ont quitté la tumeur primaire puis colonisent un organe secondaire, en fait, elles ont deux destins qu'elles peuvent choisir de faire. Soit elles vont immédiatement former ce qu'on appelle des macrométastases, puis vous allez avoir des symptômes immédiatement, puis vos médecins vont dire qu'il y a des métastases sur vos organes. Ou, au contraire, ces cellules-là ne seront pas assez en forme pour faire des métastases immédiatement, puis elles vont entrer dans un état de dormance. Donc, c'est les petites cellules que vous voyez uniques dans le modèle de poumon ici. Donc, c'est le concept de dormance qui nous intéresse, comme je vais vous expliquer un petit peu par la suite. Donc, ça fait, comme j'ai été introduit, la boîte à outils pour devenir un cancer en recherche sur le cancer métastatique, c'est important, c'est des années de préparation pour qu'on puisse faire ces travaux-là, comprendre tous les outils moléculaires puis se rendre à des modèles de cancer avancés. Mais voici un petit peu des exemples de ce qu'on a découvert dans les dernières années. On avait identifié un gène qui s'appelle
180, qu'on avait montré dans des cellules sur le plastique. C'était vraiment très important pour la migration cellulaire. Puis, quand on a éliminé ce gène-là des cellules cancéreuses très agressives, vous voyez à gauche, c'est des cellules contrôle qui font beaucoup, beaucoup de métastases au poumon. Si on élimine le gène DOX180, on abolit pratiquement complètement la formation des métastases. C'est un projet qui a mené à des collaborations avec des groupes au Japon pour développer des inhibiteurs, pour essayer d'utiliser ça comme médicament. C'est des grosses avancées qui ont été faites, des inhibiteurs qui ont été faits, qui sont utilisables en cellules et chez modèles de souris, mais les projets n'ont toujours pas progressé jusqu'à se rendre chez l'humain. Mais c'est un exemple de la recherche fondamentale qui identifie des cibles qui sont vraiment prometteuses, puis après, on met le travail en place pour essayer de les amener plus loin. Puis, l'autre étude sur le côté, c'est intéressant aussi parce qu'on en a entendu beaucoup parler. Ce matin, on a parlé du cancer HER2 positif. Une fois qu'on a un cancer HER2 positif, il y a une plus grande propensité aux cellules à probablement être capables de faire des métastases. Puis, nous, ce qui nous intéressait à comprendre au laboratoire, c'est comment ce récepteur HER2-là, qui sont les autres partenaires moléculaires qui l'interpellent pour être capable de former des métastases. Puis, par une thèse de doctorat d'une étudiante formidable, Marianne Goyette, elle a identifié le récepteur AXL qui se localise à la même place que le récepteur HER2, comme étant deux récepteurs à la membrane qui vont se donner des signaux les uns entre les autres. Puis, c'est ce couple de récepteurs-là qui va permettre aux cellules de faire des métastases. Donc, ça, c'est des études qu'on a publiées en 2018, 2020, 2021, 2023 sur ce projet-là. Puis, c'est un projet très intéressant pour on espère, des co-traitements futurs pour les cancers métastatiques HER2 positifs. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est le concept de cellules dormantes. Puis, je vous ai dit que oui, certaines cellules vont être capables de rentrer dans les organes secondaires, faire immédiatement des métastases, mais il y en a d'autres qui ne sont pas prêtes à faire ça. En fait, pour nous, on compare ça comme vraiment de prendre des cellules qui sont à la plage, puis de les enlever, puis les mettre en Sibérie. Elles ne vont pas bien aller, vous pouvez vous imaginer. Puis, je vais vous expliquer un petit peu des concepts de comment ces cellules-là peuvent se préparer pour devenir métastatiques au site secondaire. Donc, pendant leur voyage, il y a toutes sortes d'opportunités qu'elles vont avoir pour acquérir toutes sortes de propriétés un petit peu plus agressives. Donc, vous voyez un petit peu en jaune ici, c'est une tumeur primaire. Elle est bien irriguée par des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Puis, vous voyez les cellules qui colonisent le micro-environnement. Donc, toutes ces composantes-là vont donner des instructions aux cellules cancéreuses, leur permettre d'acquérir des nouvelles propriétés, comme par exemple dans la circulation sanguine, il va y avoir des interactions entre les cellules cancéreuses et certaines cellules du sang qui vont transmettre des signaux, qui vont les préparer à être un petit peu plus agressives une fois qu'elles vont rentrer dans des organes secondaires comme le poumon. Puis, selon ou non qu'elles ont rencontré des signaux comme ça, elles vont s'endormir ou former des grosses métastases. Puis, brièvement, je vais survoler un petit peu le projet d'un étudiant au laboratoire qu'on a recruté de l'Égypte, un médecin égyptien qui est venu à Montréal, qui voulait parfaire sa formation en faisant un doctorat pour être capable vraiment de faire comme nos médecins, nos oncologues nous disaient ce matin, d'être la nouvelle génération de chercheurs qui vont comprendre le cancer, qui comprennent bien l'oncologie médicale, mais qui vont avoir les connaissances biologiques poussées pour être capables de poser les prochaines questions pour essayer de développer les prochains traitements. Donc, les travaux qu'on va présenter, c'est les travaux d'Islam ici. Puis le concept de dormance, ça fait longtemps qu'on le connaît en médecine, mais on le voit en clinique tout le temps. Ça, c'est un exemple d'une patiente ici de Montréal où on avait découvert une tumeur primaire au sein. La patiente a eu la chirurgie, la chimiothérapie. Puis, 2 ans plus tard, il n'y a plus de tumeur au sein, mais il y a eu des métastases qui sont apparues au poumon. Puis, ces métastases-là ont été difficiles à traiter, puis il y a eu un décès un petit peu après. Donc, c'est vraiment un scénario fréquent, ces récidives. Puis, c'est vraiment lié à la compréhension de ces mécanismes de dormance-là que je vous disais. Longtemps, dans le domaine du cancer, en laboratoire du moins, on a tout le temps le modèle que plus une tumeur va être grosse, plus une tumeur va relâcher des cellules, plus il va y avoir de métastases. En fait, quand on regarde les analyses cliniques chez les patientes, en fait, ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez voir dans le petit graphique à droite, que la tumeur soit grosse ou petite, là, après 15 ans, les risques de récidive sont à peu près les mêmes.
Par contre, ce qui est important de comprendre avec l'évolution de la recherche et tout, c'est les sous-types de cancers qu'on a parlé ce matin, entre autres les cancers basaux, luminaux, HER2, HER2+. Eux vont avoir une plus grande propensité à avoir des récidives dans le futur. Donc, ça met en contexte l'importance de la recherche fondamentale qu'on fait ici. Puis en fait, la meilleure façon de prédire si un cancer va avoir des risques de récidive ou non, c'est des études qui avaient été faites dans les années 2000 où on avait pris des grandes cohortes de patients, on avait fait des biopsies dans la moelle osseuse. Puis si on détectait qu'il y avait des cellules qui s'étaient localisées dans la moelle osseuse, soit des cellules seules ou des petits groupes de cellules, ces patientes-là avaient plus de risques de récidive. Donc, en fait, voici un peu le concept de dormance qu'on teste au laboratoire. Donc, une tumeur primaire au sein. Là, j'ai fait évoluer le dessin un petit peu. Mais lorsqu'on détecte la tumeur primaire au sein, il y a quelques cellules qui ont réussi à quitter ce cancer-là, aller se localiser dans les organes secondaires. Puis, on va faire la chimiothérapie, les thérapies ciblées et tout. On va éliminer le cancer primaire, mais on n'est pas capable de détecter encore en ce moment ces petites traces de cellules uniques-là qui se retrouvent dans des organes secondaires. Puis, des mois ou des fois des décennies plus tard, certaines de ces cellules-là peuvent se réveiller et causer les récidives métastatiques. Donc, c'est le projet qu'Islam a fait au laboratoire. Puis, dans le prochain 9 minutes, je vais essayer de vous expliquer les concepts, un peu comment on a approché cette question-là. En fait, on est parti d'un modèle cellulaire qui existait déjà en souris, des laboratoires avant nous qui avaient identifié une souris qui avait développé un cancer du sein, puis avaient isolé cette tumeur-là, puis produit des lignées cellulaires à partir de ce cancer-là. Puis, une observation vraiment intéressante qui avait été faite par les groupes avant nous, c'est qu'il y avait 2 sous-clones dans ce cancer du sein-là chez la souris. Un cancer qu'on appelle le 4TO7, puis l'autre qu'on appelle le 4T1. Le 4TO7, c'est intéressant. C'est un cancer que si on reprend ces cellules-là, on les regreffe en souris, les cellules vont faire des tumeurs primaires de façon assez agressive. Puis ces cellules-là vont quitter la glande mammaire puis vont aller se coloniser dans les poumons. Mais elles vont rester en cellules uniques ou en mini-cluster de cellules. Elles ne seront pas capables de faire des métastases. Alors qu'un clone cellulaire qui provenait de la même tumeur, lui, les 4T1, on les injecte, elles font des tumeurs primaires. Ces cellules-là vont quitter, aller dans le poumon. Puis immédiatement qu'elles arrivent dans le poumon, elles se divisent puis elles font une métastase. Puis les souris vont avoir une durée de vie très courte à ce moment-là. Donc, l'Islam est venu de l'Égypte à Montréal pour essayer d'appliquer des nouvelles technologies en génomique sur ce modèle cellulaire-là qui est tout simple. Puis, ce qui s'est engagé à faire au laboratoire, c'est d'utiliser les technologies de CRISPR que vous avez peut-être entendues dans la littérature scientifique publique, qui sont des capacités d'édition du génome à haut débit qu'on est capable de faire dans les cellules. Puis, ce qu'Islam a fait dans son projet, c'est qu'il a pris ces 2 lignées cellulaires-là, puis il a éliminé tous les gènes, les 23 000 gènes dans chacune de ces lignées-là en parallèle, puis il a testé la capacité de ces cellules-là à être capables de se diviser et à croître dans des pétris de culture. Puis ça lui a permis d'identifier les gènes essentiels pour les cellules 4TO7 et les gènes essentiels pour les cellules 4T1. Puis à partir de ça, il a fait beaucoup d'études bioinformatiques et tout, puis il a identifié une liste de gènes, des candidats intéressants qui pourraient expliquer pourquoi les cellules dormantes ont ces propriétés-là, puis les cellules métastatiques ont d'autres types de propriétés. Puis parmi toutes les choses qu'il a trouvées, il s'est intéressé à une classe d'enzymes qui, à mon bonheur, aujourd'hui, on a entendu parler dans les présentations des oncologues, qui sont les classes de PI3 kinase, PIK3CA qu'on avait entendu parler ce matin. Puis en fait, les travaux d'Islam ont démontré que les cellules dormantes étaient très dépendantes de la classe 3 de ces enzymes-là, puis les cellules qui étaient capables de proliférer et faire des métastases étaient dépendantes de la classe A, donc la classe qu'on parlait ce matin. Donc ce modèle-là, en fait, récapitulait beaucoup de choses qui étaient déjà connues dans la littérature, donc c'est vraiment un modèle classique de ces cellules-là qui dépendent de l'oncogène PIK3CA. Puis, comme ce n'était pas le modèle qu'on voulait utiliser, pour nous, c'est une belle preuve de concept, mais on voulait plus s'intéresser aux cellules qui étaient dormantes. Donc, on s'est vraiment intéressé à cette classe 3 des PI3 kinases ici. Puis, cette classe 3-là, elle régule la fonction d'un complexe protéique. Ce n'est pas important de dire exactement qu'est-ce que ça fait en ce moment, mais le complexe mTORC1. Puis, l'enzyme de classe 3, elle est super importante pour permettre à la cellule de capter les signaux de nutrition, en fait, les acides aminés qu'on trouve à l'intérieur de la cellule, puis de les faire rentrer dans la cellule pour être capable que les cellules restent en survie. Donc, ça a permis de poser la question suivante. Islam a posé cette question-là. Dans le fond, est-ce que dans les cellules dormantes,
l'enzyme de P3 kinase classe 3, sa fonction pourrait être d'augmenter la capacité de ces cellules-là à être capables d'acheminer des acides aminés à l'intérieur et leur permettre de survivre dans des conditions difficiles. Puis en fait, c'est exactement ce qu'il a trouvé dans ses résultats expérimentaux. Donc, si vous regardez en haut, dans les cellules dormantes, vous pouvez voir que les complexes se localisent vraiment aux membranes. Vous pouvez voir les points blancs autour des cellules. Alors que dans les cellules qui sont métastatiques immédiatement, bien, ces complexes-là sont plus au centre de la cellule. Donc, ces cellules-là ne dépendent pas du tout des acides aminés. Puis, quand il a utilisé un inhibiteur pharmacologique qui vient d'être développé par une compagnie pharmaceutique pour inhiber les P3 kinases de classe 3, bien, vous pouvez voir que dans les cellules contrôle à droite, comme dans l'expérience principale, on retrouve ces complexes-là à la membrane. Mais si on ajoute l'inhibiteur à droite, bien, on perd cette activité-là de l'enzyme, puis les complexes se retrouvent au milieu de la cellule, ce qui venait vraiment confirmer son observation. Donc, après, on s'est dit, c'est bien beau, c'est sur du plastique, on veut faire des expériences qui vont pouvoir avoir de l'impact puis encourager les études cliniques futures. On veut voir ce qui va se passer en modèles animaux. Donc, on a réutilisé ces modèles de souris-là, les cellules 4TO7. Puis, en fait, je ne vous présenterai pas l'expérience, mais on a pris l'autre modèle de cellules aussi, puis on a fait la même expérience. On les a greffés dans des glandes mammaires de souris, on a laissé les cancers se développer, puis on a traité avec cet inhibiteur-là. Puis, consistant avec ce qu'on avait observé, on ne s'attendait pas à avoir d'effet sur les tumeurs primaires. Bien, les tumeurs primaires se développent normalement. Mais par contre, au site métastatique, l'inhibiteur est capable de bloquer la survie de ces cellules-là. Donc, en gros, ce que nos travaux suggèrent ici, puis c'est juste une petite aiguille de tous les résultats qu'on a trouvés dans ce projet-là qu'on a commencé à exploiter au niveau expérimentaux, mais c'est qu'on est capable d'identifier des facteurs qui sont intrinsèques aux cellules cancéreuses qui sont soit prolifératives ou dormantes au site métastatique par cette approche d'édition du génome-là à haut débit. Puis, on a été capable de démontrer une preuve de concept en identifiant une nouvelle protéine qui serait impliquée dans la dormance de ces cellules-là, la P3 kinase de classe 3, qu'on a démontré dans des expériences de modèles de souris que si on l'inhibe, les cellules dormantes dans des sites métastatiques, on est capable de les éliminer, elles ne pourront pas survivre au site métastatique. Donc, c'est un exemple de nos travaux qui démontre qu'une approche thérapeutique potentielle pour éliminer spécifiquement ou ralentir la prolifération des cellules cancéreuses qui auront colonisé des organes secondaires comme le poumon, le foie. Puis là, vous vous imaginez qu'il nous reste beaucoup de travail à faire pour aller explorer si ce comportement-là va se reproduire dans les autres sites métastatiques, mais du moins dans nos travaux expérimentaux dans le poumon, on a une preuve de concept. Donc, j'en profite pour remercier tous ces travaux-là sont faits par une équipe d'étudiants au doctorat à la maîtrise et des assistants de recherche. Entre autres, le travail de Islam que vous voyez en arrière en haut, qui sont des années. On parle ici d'un travail de 5 ans, ce que je viens de vous présenter, qui a fait. Ça se fait en collaboration avec beaucoup d'équipes à travers Montréal et le monde. Entre autres, dans les études sur Axel, on a eu des collaborations avec Louis Gaboury, qui était sur le stage ce matin, avec Marc Bassic, qui était présent juste avant moi. Puis, on est un laboratoire qui s'intéresse beaucoup à interagir avec les patients. On est des acteurs dans l'ombre, mais j'encourage beaucoup le laboratoire de faire des activités avec des patients, puis que les étudiants gradués au laboratoire puissent comprendre et développer une passion de faire leur travail en comprenant qu'ils vraiment ils travaillent pour les thérapies de demain, puis permettre une meilleure contrôle des maladies métastatiques dans le futur. Donc, sur ce, je vous remercie, puis ça me fait plaisir de prendre quelques questions. Merci. Merci. Alors, c'était Jean-François Côté, le directeur de l'unité de recherche en organisation du cystosquelette et migration cellulaire à l'IRCM. Ah, on a déjà des gens qui sont prêts. J'aime ça. Allez-y. Bonjour, Stéphanie Charon, cancer de stade 4, métastase osseuse. Vous avez donc parlé qu'il y avait des... excusez-moi, là, des fois, ma tête, elle est... vous avez parlé seulement du foie. Est-ce que vous pensez que ça fonctionnerait également? Moi, mon cancer fait dodo présentement. Est-ce que les métastases osseuses aussi sont... Je cherche mes mots, je m'excuse. Non, je comprends ta question. D'accord, merci. Comme j'ai été transparent, on n'a pas testé sur d'autres organes secondaires que le poumon pour le moment. Dans un autre projet d'Islam, il a testé des choses en foie, mais il a identifié d'autres biomarqueurs. Donc,
c'est les études qui vont découler. Puis comme on parle de recherche fondamentale, puis qu'on est les premiers à identifier cette classe d'enzymes-là dans ce système-là, ben on est à les premières ébullitions, puis il va y avoir d'autres équipes à travers le monde qui vont reprendre les travaux, les confirmer, les faire avancer en même temps que nous. Parce que moi, j'allais dire, j'ai un cancer, j'ai eu un diagnostic il n'y a pas tout à fait 1 an, j'avais 47 ans. J'ai un canalaire infiltrant, un canalaire in situ, mais j'ai aussi inflammatoire, j'ai comme la totale, un grade 3. Fait qu'il est hyper agressif. Tu sais, l'inflammatoire avait fait grossir mon sein, tout ça. J'ai bien répondu à la chimiothérapie, mais là, comme tout le monde, j'attends que... Puis là, mais j'étais super contente de vous voir aujourd'hui, puis j'espère que vous allez faire des tests sur les métastases osseuses. Merci. Merci, le message est assurément passé. On a une question au Slido. Quelles sont les prochaines étapes? Là? Des essais cliniques sont-ils prévus pour tester l'inhibition du PI3K chez les patientes? Oui, bien, c'est ça. Là, c'est sûr que vous annoncez plein de choses. Là. On a bien des questions pour vous. Là. Moi, je ramène un petit peu le reality check là, dans le genre de travaux qu'on fait au laboratoire. On est dans l'innovation, la découverte. Nous, évidemment, on n'est pas oncologue, on ne peut pas faire de traitement chez les patients. Avec nos collaborations avec les cliniciens de Montréal, j'espère vraiment qu'on va amener ça à des études cliniques plus avancées. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, puis c'est exactement la raison pourquoi Islam était si passionné par le projet, c'est qu'il y a une compagnie pharmaceutique qui a mis sur le marché le premier inhibiteur des PI3 kinases de classe 3 qui sont utilisés pour d'autres applications, que si on serait capable de démontrer un petit peu plus la robustesse de nos résultats de laboratoire, puis confirmé par quelques études supplémentaires, bien, il y aurait une possibilité claire là, d'aller tester cet inhibiteur-là dans un essai clinique dans le futur. Là. Donc, c'est pour le futur, mais c'est réel en même temps. C'est bon. Alors, même avec un cancer du stade 1, il n'y a rien à faire pour prévenir des métastases. Il n'y a pas d'examen diagnostique. C'est stressant. Oui, c'est stressant, je l'avoue. Même nous, dans les modèles de souris, en tout cas, moi, j'étais un petit peu sceptique de ces modèles de dormance et tout ça. Mais en effet, on voit vraiment que même quand les cancers sont tout petits dans la souris, il y a déjà plusieurs cellules cancéreuses qui se sont localisées. Heureusement, comme ça a été présenté ce matin, il y a beaucoup du système immunitaire et tout ça qui garde ces cellules-là bien endormies. Dans les cancers qui sont hormonodépendants, les patientes peuvent avoir des cellules comme ça, puis ils n'auront pas de récidive avant 30 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, il existe beaucoup de contrôles là, pour les contrôler, ces cellules-là. Mais c'est quand même, si on pouvait être capable de les cibler spécifiquement pour les éliminer, bien, c'est le genre de travaux que mon laboratoire aspire à faire avancer les connaissances. Parfait. Est-ce qu'on a encore des questions? On s'arrête là-dessus. Écoutez, j'ai envie de reprendre ce que Sylvie Desmarais nous disait tout à l'heure et nous parlait de nos sœurs porteuses d'espoir. Merci à vous, chercheurs porteurs d'espoir. Merci.